Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouvel espace commentaire, l'émission où je réponds à vos questions de la semaine. Pour démarrer cet épisode, on va prendre la direction de Pluton. Est-ce qu'il y a un projet spatial pour Pluton ? Bonjour l'AstroZ. Il y a 5 ans, la sonde New Horizon réalisait le premier survol de la planète naine Pluton. Un exploit qui nous a valu de magnifiques images et beaucoup de questions. Pourquoi la surface de la planète naine est-elle si jeune ? Quels mécanismes permettent une telle activité ? Pluton pourrait-elle abriter un océan sous sa croûte glacée ? Répondre à ces questions pourrait un jour valoir au lointain objet une nouvelle mission. Une partie de l'équipe qui a travaillé sur la mission New Horizon a même déjà proposé un concept. Ce dernier prend le nom de Perséphone et serait constitué d'un orbiteur assez massif. Le vaisseau serait propulsé par un moteur ionique et accueillerait 11 instruments scientifiques, ce qui explique pourquoi il est ici représenté avec pas moins de 5 RTG disposés en étoiles. C'est en effet le seul moyen d'avoir une source électrique conséquente à si grande distance du Soleil. Cela fait de Perséphone une mission très coûteuse. Les créateurs du concept tablent sur 3 milliards de dollars sans compter le lancement. Il faudrait donc une sacrée motivation à la NASA, qui a pour le moment les bras déjà bien chargés entre Artemis, un retour d'échantillons martiens, et une éventuelle mission vers Uranus ou Neptune. Il faut toutefois qu'une décision soit prise rapidement. Un voyage rapide jusqu'à Pluton est encore possible jusqu'en 2032, après quoi il ne sera plus possible d'utiliser une assistance gravitationnelle autour de Jupiter jusqu'aux années 2040. Le champ gravitationnel de la géante gazeuse permettrait de réduire le temps de trajet de 10 ans. Difficile d'imaginer une mission sans y avoir recours. Même si les planètes s'alignent, il faudra par ailleurs disposer d'un lanceur très puissant. Les concepteurs de Perséphone tablent sur un SLS Block 2 surmonté d'un étage Centaure, rien de moins. Et même en déployant toutes ces ressources, le voyage prendrait tout de même une vingtaine d'années. Mieux vaut donc ne pas être trop pressé en ce qui concerne l'exploration de Pluton. Pour la prochaine question, on va aller du côté d'un amas de galaxies un peu particulier. Pouvez-vous nous parler du trou noir Sparks 1049 ? Bonjour Eigloop. Sparks 1049 est un amas de galaxies situé à 9,8 milliards d'années-lumière du système solaire. Près de la galaxie la plus massive de l'amas, on peut observer un épisode de formation d'étoiles très intense. La région produit de nouveaux astres 300 fois plus vite que la Voie lactée. Et cette suractivité est probablement à mettre sur le dos d'un trou noir supermassif un peu paresseux. Les amas de galaxies sont généralement baignés dans un gaz très chaud. En refroidissant, ce gaz s'effondre pour donner naissance à de nouvelles générations d'étoiles. Dans la plupart des amas, cette activité est modérée par la présence d'un trou noir supermassif, dont les éjectats empêchent le gaz de refroidir. Mais dans le cas de Sparks 1049, le trou noir supermassif associé à la plus brillante des galaxies est au repos, ce qui permet au gaz environnant de perdre en température. Des observations menées à l'aide de Chandra ont permis de mettre en évidence des poches de gaz beaucoup plus froides que la matière environnante. Elles restent cependant très chaudes, avec des températures de l'ordre de 10 millions de degrés. Mais cela laisse présager d'autres régions suffisamment froides pour que des étoiles puissent se former. Sparks 1049 permet ainsi de confirmer le lien entre l'activité d'un trou noir supermassif et le taux de formation d'étoiles d'une galaxie ou d'un amas. Les deux sont inversement corrélés. Reste à comprendre pourquoi ce trou noir supermassif en particulier est si sage. Il semblerait que ce soit simplement dû à son éloignement des poches de gaz les plus denses. Privé de matière, il serait incapable de former des jets ou même un simple disque d'accrétion. Aucune source radio ou en rayon X n'a en effet pu être associée au centre de l'amas. Pour la prochaine question, celle de Romain, on revient sur Terre et même plus particulièrement dans la stratosphère. J'ai entendu parler de la mission Astros, consistant à envoyer un télescope dans la stratosphère à l'aide d'un ballon. Des infos ? Bonjour Romain. L'atmosphère terrestre est une vraie plaie pour les observations astronomiques. Les turbulences atmosphériques créent des déformations dans les images captées depuis le sol. Et certaines longueurs d'onde, comme l'infrarouge lointain, sont absorbées par le gaz qui nous sert à respirer.
C'est notamment la raison pour laquelle les agences spatiales déploient d'immenses ressources pour envoyer des télescopes dans l'espace. Les télescopes spatiaux coûtent cependant très cher. C'est pourquoi le JPL travaille à une solution alternative, une manière de s'affranchir de la plus grosse partie de l'atmosphère sans avoir recours à un lanceur orbital. Cette manière prend la forme d'un ballon avec le projet Astros. Il s'agit d'un télescope léger, mais tout de même doté d'une antenne de 2,5 mètres de diamètre et de plusieurs instruments. Il doit prendre place sous un immense ballon d'hélium qui atteindra 150 mètres de diamètre une fois gonflé à bloc. L'ensemble sera lâché depuis l'Antarctique et devrait s'élever jusqu'à 40 km d'altitude, là où l'atmosphère est assez fine pour permettre les observations dans l'infrarouge lointain. La mission devrait démarrer en décembre 2023 et durer 3 semaines, au cours desquelles l'observatoire se laissera porter au gré des vents en très haute altitude. Il concentrera ses observations sur des régions de la Voie lactée qui forment beaucoup d'étoiles. Il cartographiera la densité, le mouvement et la vitesse des gaz autour d'étoiles géantes nouvellement formées, ce qui permettra de mieux comprendre la manière dont les jeunes étoiles influencent le milieu dont elles sont issues. Une fois sa mission terminée, le télescope se détachera du ballon pour entamer une descente sous parachute. Si le contact avec le sol n'est pas trop violent, il pourra alors être récupéré et éventuellement mener de nouveaux vols. Avec la prochaine question, on va parler d'ascenseur spatial. Le 22 septembre 2018, l'entreprise japonaise Obayashi Corp a envoyé en orbite le premier dispositif de test d'ascenseur spatial. Peux-tu nous en dire plus ? Bonjour CNA. L'ascenseur spatial est un concept qui pourrait fortement baisser le coût des mises en orbite, moyennant un investissement initial colossal. Il s'agit d'une structure reliant le sol à l'orbite géostationnaire ou au-delà, et sur laquelle il est possible de faire circuler du fret ou des équipages. On y a consacré un des tout premiers dossiers de l'espace de la chaîne, je vous laisse le lien dans la description. Au vu des défis à surmonter, l'idée n'est pas prête d'aboutir. Il faut notamment développer des matériaux suffisamment résistants pour supporter les contraintes incroyables d'une telle superstructure. L'entreprise de construction japonaise Obayashi semble toutefois vouloir consacrer une partie de ses ressources à cette idée. En 2018, elle a en effet lancé un système constitué de 2 CubeSats reliés par un filin de 14 mètres. Sur ce dernier, un troisième petit élément a pu se déplacer, faisant office d'ascenseur spatial. Entre ce petit démonstrateur et un véritable ascenseur orbital, il y a tout de même une sacrée marche à franchir. Obayashi a certes déjà construit la plus grande tour du Japon, mais l'entreprise ne dispose ni des ressources ni de la technologie pour parvenir au terme d'un tel projet. Elle a tout de même émis une proposition reposant sur les nanotubes de carbone. Elle envisage un ascenseur se profilant jusqu'à 100 000 km d'altitude pour un coût de 90 milliards de dollars environ. Il permettrait de faire le trajet entre le sol et l'orbite en 8 jours. Il y a fort à parier que le concept d'ascenseur spatial va rester au placard pendant encore quelques décennies, au moins. Il serait peut-être plus efficace depuis les surfaces lunaires ou martiennes, à condition d'être capable d'y construire des structures. On va terminer cet espace commentaire avec une question sur Callisto. Il semblerait que la construction du pas de tir de la fusée Callisto ait débuté à Kourou. Aurais-tu des informations complémentaires à ce sujet ? Bonjour Cernine. En effet, on en sait un peu plus sur Callisto, le premier démonstrateur euro-japonais de fusée réutilisable. À Kourou, l'ancien pas de tir du lanceur français Diamant va être réaménagé pour accueillir la petite fusée. Le site n'a pas été utilisé depuis 1976. Et bien entendu, puisqu'on parle de récupération rétropropulsive, il va bien falloir prévoir une zone d'atterrissage. Callisto devrait mener une dizaine de vols à partir de 2023, d'abord à quelques dizaines de mètres d'altitude, puis progressivement jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres. L'idée étant de maîtriser pas à pas les étapes de la récupération et de la réutilisation. Le projet sera une collaboration du CNES, du DLR et de la JAXA, où chacun s'occupera de rôles différents. L'agence spatiale japonaise fournira le moteur du démonstrateur. Il fonctionnera à l'hydrogène et devra bien entendu être réallumable et à poussée modulable. Pour les vols les plus hauts, il faudra en effet couper le moteur avant de le rallumer après une phase de vol balistique. La JAXA doit aussi fournir le réservoir d'oxygène. L'autre réservoir sera produit par le DLR, le centre spatial allemand. C'est aussi lui qui s'occupera des pieds, des fameuses grid fins et d'une autre partie de la structure. Le centre spatial français, enfin, fournira l'avionique, les systèmes de contrôle d'attitude et tout le segment sol. C'est aussi le CNES qui s'occupera des opérations de lancement.
Dans sa définition actuelle, Callisto devrait faire 13 mètres de haut pour 1,1 mètre de diamètre. On a en tout cas hâte de le voir voler. En parallèle de ces essais, on suivra aussi le développement de Prometheus, un moteur au méthane très polyvalent qui s'annonce déjà comme le futur de la propulsion spatiale en Europe. Voilà, cet épisode touche déjà à sa fin, mais j'espère qu'on a répondu à quelques-unes de vos interrogations. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos sur l'actualité spatiale. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.